Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Université de Mons pour ce troisième volet du cycle nucléaire. Alors après une première conférence qui était plutôt centrée sur les aspects historiques, une deuxième qui traitait du contexte général du problème de l'énergie et du fonctionnement des centrales, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Philippe Lallieu, qui est géologue et géophysicien de formation et est responsable des programmes à long terme au niveau de l'agence qui s'occupe des déchets radioactifs, qu'on appelle l'ONDRAF. Voilà, donc on est vraiment au cœur d'un des problèmes essentiels du nucléaire. Bonne soirée à toutes et à tous, bienvenue à Mons, je vous laisse la parole. Merci. Désolé, ça fait un peu beaucoup de bruit. Bonsoir à tous et merci pour votre présence. Donc, je m'appelle Philippe Lallieu, je suis directeur pour la gestion à long terme à l'ONDRAF, l'agence belge de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies. Et mes activités portent principalement sur la recherche-développement et la démonstration pour la gestion à long terme, mais aussi tout ce qui est l'autorisation de production des déchets selon certaines normes édictées par l'ONDRAF, ainsi que l'inventaire. Alors, ce soir, il a fallu que je prenne un parti pris pour la présentation, parce que la gestion des déchets radioactifs, plutôt que nucléaires d'ailleurs, je vous expliquerai tout de suite pourquoi, est un très vaste domaine qui touche énormément de disciplines, qui a une très longue histoire derrière elle, pas toujours très reluisante d'ailleurs, et qui a en même temps des défis scientifiques, sociétaux absolument incroyables devant elle. Or, j'ai pris le parti pris de vous parler plutôt du futur, des challenges qui nous attendent, et principalement d'un point de vue scientifique et multidisciplinaire, tout en évitant, j'espère en tout cas, un maximum de jargon. Alors, est-ce que le pointeur fonctionne? Oui. Un premier point sur l'ONDRAF, donc c'est un organisme national, c'est un organisme public qui a été créé par la loi en 1980 et qui a pour mission de gérer l'ensemble des déchets radioactifs sur le territoire belge. On voit déjà que dans la création de l'ONDRAF, il y avait une notion de responsabilité nationale. Le pays qui a généré des déchets a une espèce d'obligation éthique, qui est maintenant devenue une obligation légale par la Commission européenne, de gérer ces déchets. Or, l'ONDRAF est sur la tutelle des ministres qui ont l'économie et l'énergie dans leurs responsabilités, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, messieurs Van de la Notte et Watley. Pourtant, ONDRAF n'est pas un parastatal ou une administration, c'est un organisme avec une personnalité juridique, donc on est un peu assis entre deux chaises, si je puis dire. L'ONDRAF est financé par le principe pollueur-payeur, donc ce sont les producteurs de déchets, quels qu'ils soient, qui payent pour l'ensemble des activités de l'ONDRAF. Par contre, nous ne faisons pas de bénéfices, le travail se fait à prix coûtant. Alors, sans aller dans les détails de ce schéma, juste pour vous montrer que l'ONDRAF travaille dans un ensemble avec une série de sociétés qui sont l'une une filiale industrielle, les transporteurs parce qu'on a le monopole de transport, avec un groupement d'intérêt économique qui nous permet de gérer un laboratoire souterrain sur lequel je reviendrai. On a une série de sous-traitants, que ce soit scientifique ou autre, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, il n'y a pas d'exclusif. Et puis, il y a l'Agence fédérale de contrôle nucléaire qui est en dehors du système, puisque c'est une agence de contrôle, donc elle dépend d'un autre ministère, et elle est là pour nous contrôler et fournir toutes les autorisations nécessaires à la mise en pratique de la gestion des déchets. Alors, d'une manière générale, la mission et les compétences de l'ONDRAF, c'est vraiment de travailler aujourd'hui et demain au service de la collectivité pour fournir des solutions, ce qu'on appelle une gestion intégrée et durable pour les déchets radioactifs en protégeant l'homme et l'environnement. Alors, la notion de gestion durable peut être un peu mal perçue pour des déchets radioactifs, mais en fait, l'idée est d'avoir une gestion qui intègre littéralement l'ensemble des dimensions qui sont propres à
à cette problématique, c'est-à-dire non seulement la dimension technique et scientifique qui est assez évidente, avec la dimension environnementale et celle liée à la sûreté, bien évidente aussi, mais aussi la dimension financière et économique. Il faut bien entendu garantir le financement des solutions que nous proposons, mais aussi que ça soit économiquement viable comme solution. Et puis une dimension qui a pris une importance énorme ces dernières années, à très juste titre, la dimension sociétale et éthique. Or, les solutions qu'on propose, en fait, doivent se trouver à l'intersection de ces dimensions. Elles doivent bien entendu être sûres aujourd'hui et demain, et on verra un peu plus tard que le demain peut être à vraiment très très long terme. Elles doivent être financées par les producteurs de déchets. Il doit y avoir un minimum de transfert de charges vers les générations futures. Et ces solutions doivent être établies et définies en concertation avec la société. Alors, l'ONDRAF, et c'est une des particularités de l'ONDRAF par rapport aux agences sœurs dans d'autres pays, nous sommes responsables, avec un monopole, sur l'ensemble de la chaîne de gestion des déchets. Donc depuis le contrôle de leur production et les autorisations de production, à la source donc, jusque, et c'est là l'important, d'avoir une destination finale pour ces déchets, en passant par toutes les étapes intermédiaires, et qui sont des étapes classiques dans la gestion de déchets, qu'ils soient industriels ou ménagers, c'est-à-dire identifier et trier, réduire le volume tant que faire se peut, que ce soit par incinération, compaction, stabiliser, compacter, faire un produit le plus inerte possible. Pour des raisons pratiques, nous devons entreposer ces déchets, mais l'entreposage dans des bâtiments ne suffit pas, c'est une solution à moyen terme, quelques dizaines d'années, mais ça ne suffit pas. Il faut alors passer vers une solution à long terme qui est, pour les déchets de courte durée de vie en cours d'industrialisation au jour d'aujourd'hui, pour les déchets de longue durée de vie en cours de recherche. Donc c'est une situation très contrastée à ce niveau-là. Est-ce que ça va pour le micro? Sinon je passe sur celui-ci, parce que j'ai l'impression que ça fait des sauts dans tous les sens. Pardon. Alors, d'une manière générale, quelle est la situation? Et ça va donner en fait l'axe de mon exposé ce soir. Pour la gestion à court et moyen terme, c'est-à-dire depuis la production jusqu'à l'entreposage dans des bâtiments dédiés, c'est une situation industrielle qui est actuellement maîtrisée. Et puis on a une situation très contrastée, comme je le mentionnais à l'instant. Pour les déchets de courte durée de vie, il y a une décision politique, il y a un support sociétal, il y a une solution en concertation avec une commune qui est en développement et qui est en voie d'industrialisation, et les demandes d'autorisation vont être soumises cette année-ci. Pour les déchets de haute activité et de longue durée de vie, par contre, on est à un stade de recherche et de développement. Il n'y a pas de politique définie en Belgique. Il n'y a pas encore eu de concertation sociétale avec une commune, puisqu'il n'y a pas de politique, on peut difficilement choisir un site sur lequel on peut travailler. Et donc c'est surtout sur ces deux derniers points que je vais axer mon exposé. Ceci dit, avant cela, je voudrais quand même vous exposer rapidement ce que sont ces déchets et vous montrer qu'ils sont très variés. Ils ne viennent pas uniquement des centrales et du cycle du combustible nucléaire, donc de la production. Bon, bien sûr, vous avez classiquement les assemblages de combustible de centrales, vous avez sans doute vu ça dans les exposés précédents et les exposés qui suivront le mien. Vous avez ici au-dessus les usines de fabrication de combustible. On avait 2 usines de fabrication de combustible en Belgique. Elles sont toutes les deux en voie de fermeture au jour d'aujourd'hui. Vous avez les réacteurs de recherche principalement au centre nucléaire à Mol, mais l'université de Gand avait un réacteur de recherche et plusieurs universités disposaient dans les années 70 et 80 de réacteurs. Mais vous avez aussi l'ensemble des sources utilisées en radiothérapie, qui sont des sources de déchets moyennement actifs, importantes, en cobalthérapie, radiothérapie classique. Vous avez aussi les sources qui servent en fait à contrôler les soudures, par exemple, dans tout ce qui est conduite de gaz. On a des producteurs de déchets radioactifs qui sont ArcelorMittal, qui sont Distrigaz, Fluxys et autres. Et puis vous avez alors des choses un peu plus exotiques. Ceci est la tête d'un paratonnerre.
tous les paratonnerres placés sur les bâtiments publics dans les années 50 étaient radioactifs parce qu'on pensait qu'en ionisant l'air autour du paratonnerre, on attirait la foudre de manière plus efficace. Ça s'est démontré une erreur complète, mais on se retrouve avec plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de paratonnerres à démanteler et à récupérer, parce que ce sont des sources de haute activité, enfin non, de longue durée de vie. Ceux-ci, ce sont des détecteurs de fumée. Maintenant, tout le monde a chez soi des détecteurs de fumée qui fonctionnent de manière optique. Tous les détecteurs industriels fonctionnent avec une petite source radioactive d'américium qu'il nous faut récupérer, et il y en a des centaines de milliers à récupérer là. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment un large panel et un large spectre de déchets. Nous avons aussi tous les déchets du démantèlement. Donc on a une histoire nucléaire en Belgique qui est relativement importante. Je crois que c'est le premier exposé dans le cycle à expliquer toute l'histoire du nucléaire, avec des réacteurs de recherche, un pilote de retraitement, 7 centrales, plusieurs réacteurs d'essai, des usines de fabrication nucléaire. Beaucoup de ces installations sont maintenant à l'arrêt et sont en phase de démantèlement. Et tout ça génère des déchets, même si les techniques sont de plus en plus efficaces pour générer un minimum de déchets à partir de ces bâtiments. Ça ne concerne pas non plus que les zones nucléaires. Ceci est une carte en Belgique indiquant l'ensemble des installations qui sont autorisées à travailler avec des matières nucléaires, des matières radioactives. C'est donc ce qui est classé et autorisé. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup là-dedans. Il y a toutes les universités, tous les hôpitaux, beaucoup de cliniques. Et donc on dépasse largement le cadre des zones nucléaires qui sont en fait situées ici, Moldessel principalement, à Doel à côté d'Anvers, et à Tihange sur la Meuse, plus Fleurus Farciennes pour la production d'isotopes médicaux. À côté de ça, et je n'aurai pas l'occasion d'en parler ce soir parce que c'est un autre sujet qui demanderait une conférence en elle-même, vous avez toute une série de déchets radioactifs qui sont présents sur le territoire, mais parce qu'ils ont été produits par des entreprises qui n'ont aucune vocation à travailler dans le nucléaire ou à travailler avec la radioactivité. Toutes les entreprises de type gypse, gyproc, phosphate, engrais, produisent elles aussi, comme rebut, des matériaux qui sont radioactifs et qui doivent être traités comme déchets et qui sont en plus de ça de longue durée de vie, même de très longue durée de vie. Simplement parce que dans le phosphate, dans le minerai de phosphate qu'on utilise, eh bien, il est très riche en uranium et donc voilà. Alors, ces déchets sont collectés et puis sont traités et conditionnés dans des installations dédiées, principalement à Moldessel, notre filiale à Belgoprocess. Alors, il y a différents types de traitement et de conditionnement, je ne vais pas vous les détailler tous. Je dirais dans l'ancien temps, dans les années 60-70, on utilisait énormément le bitume pour solidifier des déchets, principalement des déchets liquides qui venaient des bouts de rinçage du retraitement. C'était solidifié en bitume. Actuellement, on travaille beaucoup plus avec de l'incinération et puis de la compaction pour réduire les volumes, et les galettes compactées sont après ça placées, bien sûr ceci est un faux fût qui a été découpé, placé dans un fût et bétonné. Un autre type de compaction, là ce sont en fait les gaines, vous vous souvenez de l'image du combustible il y a 2-3 dias, là ce sont les gaines qui contenaient le combustible. Le combustible était dissous par de l'acide dans une usine de retraitement, ça se passe en France. On récupère les gaines, elles sont sectionnées, elles sont après compactées comme ceci, tout ça en cellules chaudes bien entendu, et placées dans un conteneur en acier. Pour les déchets les plus hautement actifs qui proviennent du retraitement, on les vitrifie, on les coule dans un verre borosilicaté et en fait on forme une solution continue, ce qu'on appelle une solution solide, entre les déchets, le déchet liquide et le verre, et on forme ainsi un produit extrêmement stable. Alors, je vous ai parlé des différents types de déchets, je vous ai parlé de leur traitement, de leur conditionnement, qui certains étaient à courte durée de vie, d'autres à longue durée de vie. Alors, sans vouloir rentrer dans le jargon, il faut quand même maintenant que je passe quelques instants sur la catégorisation des déchets. En fait, en Belgique, on catégorise les déchets selon, d'une part, leur durée de vie, avec globalement la limite
aux radioisotopes qui ont 30 ans de durée de vie, c'est-à-dire qui sont nocifs pendant 10 fois leur durée de vie, donc 300 ans, et tous les autres. Et puis leur activité, faible activité, moyenne activité et haute activité. Alors, vous avez la catégorie A, qui est caractérisée principalement par une courte durée de vie, moyenne et basse activité, principalement des basses activités. Vous avez des déchets B, qui sont en fait des déchets de longue durée de vie, de basse et de moyenne activité. Et puis vous avez les C, qui ont la caractéristique d'être très hautement radioactifs, de longue durée de vie, mais aussi parfois de courte, et qui sont tellement actifs qu'ils dégagent de la chaleur. Un conteneur de déchets vitrifiés, comme je vous ai montré sur la dia précédente, dégage 1500 watts approximativement. Bon, c'est un petit radiateur individuel, mais ça, dans un espace confiné et des centaines de fûts, ça commence à faire beaucoup, ce qui nécessite d'ailleurs que les déchets C, les déchets chauffants, doivent être refroidis en surface pendant de nombreuses décennies avant de pouvoir en faire quelque chose. J'y reviendrai. Alors, les volumes qu'on a à prendre en considération, ce sont ici les volumes considérant l'ensemble du cycle nucléaire porté jusqu'à son terme. C'est-à-dire, on prend, c'est normal pour un organisme public, la loi de sortie du nucléaire, on applique l'ensemble des coefficients actuels de production, on l'applique pendant les 40 ans de durée de vie des centrales, les prévisions de démantèlement, le démantèlement des usines de fabrication, et on obtient ces chiffres-ci. Et en fait, deux séries de chiffres. Globalement, pour les catégories A, on a toujours la même chose, c'est 70 000 m3. Et ça, c'est à l'horizon 2075. Et pour les catégories B et C, on est aux alentours de 10 000 m3, globalement 10-11 000 m3 pour les B, et C, soit 600 m3 si on retraite. Alors, retraiter, c'est-à-dire envoyer les combustibles usés dans une usine dédiée en France. Les combustibles sont dissous, on récupère l'uranium, le plutonium, qui repart, et ce n'est pas le rôle de l'ONDRAF, sur le marché commercial des combustibles, et on récupère un déchet de volume extrêmement faible, 10 fois plus faible que si on gardait les combustibles usés. Actuellement en Belgique, la situation est celle-ci, et c'est une situation qui n'est pas du ressort de l'ONDRAF. Le Parlement a, en 1993, décidé un moratoire de fait sur le retraitement. Donc les contrats de retraitement de l'époque ont été poursuivis, mais il n'y a pas de nouveaux contrats qui sont signés. Et donc pour le moment, on a une partie des déchets qui sont retraités, on a une partie de déchets vitrifiés, donc, et les combustibles qui sortent actuellement des centrales sont stockés par Electrabel, une filiale d'Electrabel en fait, sur le site des centrales même, en attendant qu'une décision politique ou économique soit prise sur le devenir de ces combustibles. Pour vous donner une idée, 70 000 m3, c'est un petit terrain de football avec des petits gradins remplis, si vous me passez l'expression, à ras-bord. 10 à 15 000 m3, c'est le même terrain de football. Vous prenez les lignes extérieures, 100 sur 50, et vous mettez 2 mètres et vous avez approximativement le volume. Ce sont des volumes non négligeables, mais qui sont relativement faibles par rapport au volume de déchets industriels classiquement produits. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets? Une fois qu'ils sont conditionnés, on les entrepose dans des bâtiments dédiés situés à Belgoproces, donc à Dessel, dans le nord-est de la Belgique. Dans des bâtiments, ceci, c'est un bâtiment pour les déchets vitrifiés qui libèrent de la chaleur. Donc, en fait, ce sont des puits qui sont ventilés, sur lesquels on empile 4-5 canistères ou emballages de déchets vitrifiés. Ceci, c'est pour des déchets qui ont été bitumisés dans les années 70. Là, ce sont plus qui sont mis dans des fûts de type fût de pétrole. Ceci, je vais le passer. Alors, voilà, ça, on se termine là, en fait, la gestion telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui, donc la gestion courante depuis la production jusque la mise dans des bâtiments dédiés, bâtiments qui sont designés pour avoir une durée de vie de l'ordre de 75 ans. Pourquoi 75 ans? C'est que de toute façon, certainement pour les déchets vitrifiés et pour le combustible usé, avant de faire quelque chose, il faut qu'ils refroidissent. Il faut qu'ils refroidissent actuellement, les estimations sont entre 50 et 60 ans. Donc,
On a encore un peu de temps devant nous pour mettre au point une solution. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas parce que le danger que représentent ces déchets pour l'homme et pour l'environnement est un danger sur le long terme. Or, qui est variable, les déchets de catégorie A, c'est quelques centaines d'années, mais c'est quand même beaucoup plus long que la durée de vie classique d'un bâtiment qu'on connaît, d'un bâtiment industriel. Et pour les déchets de type B et C, vous avez dans les déchets des radionuclides qui ont des demi-vies de plusieurs centaines de milliers d'années. Donc la toxicité de ces déchets, leur danger potentiel s'évalue aussi en dizaines, centaines de milliers d'années, voire jusqu'aux millions d'années. Donc on est dans des échelles de temps qui sont totalement hors normes pour ces déchets. Bon, ils ont quand même, me direz-vous, l'avantage qu'ils décroissent. Le cadmium, le plomb, eux, ne décroissent jamais et seront toxiques, sont aussi toxiques maintenant que dans 1 million d'années. Mais bon, ça reste quand même quelque chose qui est hors norme. Donc, on est obligé de concevoir, et c'est la mission principale de l'ONDRAF, de concevoir une gestion à long terme qui protège l'homme et l'environnement sur ces durées-là. Et donc, on est obligé de travailler avec des systèmes qui ne peuvent pas reposer sur l'homme. Parce qu'on ne peut pas imaginer que l'homme va assurer la sûreté d'un bâtiment, d'une installation, sur des périodes de 3000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, voire 1 million d'années. L'incertitude sociétale pour ces choses-là est nettement trop importante. Personne ne peut prédire la manière dont va évoluer la société sur des durées pareilles. Il suffit de s'imaginer où on était il y a 300 ans ou 2000 ans. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle on travaille avec des systèmes qu'on appelle passifs. Alors, passif ne veut pas dire qu'on n'y fait rien, loin de là, mais ça veut dire que la sûreté ne dépend pas de l'intervention de l'homme. L'intervention de l'homme est tout à fait possible, mais la sûreté n'en dépend pas. Alors, on va voir que pour les déchets de faible activité, on peut travailler avec des systèmes passifs qu'on met en surface, de type bunker, type en fait engineering landfill, alors que pour les déchets de haute activité, vu les durées de temps, la solution doit reposer sur quelque chose qui est stable sur des durées de temps plus ou moins équivalentes. Et la seule chose qui soit stable sur des durées de temps de l'ordre de 100 000 ans, 200 000 ans, plusieurs centaines de milliers d'années, c'est des systèmes géologiques. Et on va voir comment nous proposons de travailler dans de tels systèmes géologiques. Alors, pour ce qui est de la situation, donc on est très contrasté, je l'ai déjà dit, entre catégorie A et B et C. Catégorie A, le projet qui s'appelle CAT dans le jargon, est situé à Dessel, est en voie d'industrialisation et en voie d'autorisation. Alors, qu'est-ce que c'est que le projet CAT? C'est un projet en fait qui est intégré, qui se veut être un projet technique, intégré dans une communauté locale avec une plus-value pour la communauté locale au sens large et qui prend en compte un ensemble de paramètres qui sont tant socio-économiques, techniques, sûreté, communication, bien-être, santé et ainsi de suite. Alors comment on est arrivé à développer un projet de ce type-là? C'est parce qu'il y a eu des tentatives malheureuses précédemment. En fait, il y a eu une préhistoire du système qui se voulait strictement technocratique jusque dans le début des années 90, c'est-à-dire qu'on fixe des critères. Il faut telle hauteur une colline de telle hauteur, il faut une géologie avec telle perméabilité, il faut une densité de population d'autant ou inférieure à autant, et ainsi de suite. Et vous faites comme ça un screening complet de la carte de Belgique, vous obtenez une centaine de sites, vous mettez 3 ans pour faire ça, et à l'époque, il y avait encore les fax et pas les emails, mais en 3 jours, vous recevez 100 lettres de bourgmestres en colère qui vous disent « arrêtez tout de suite ». Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et donc il a fallu qu'on repense complètement notre manière d'approcher le sujet, et le sujet a été approché de manière totalement opposée, c'est-à-dire qu'on a travaillé d'abord en collaboration avec les populations et uniquement avec des populations qui s'étaient portées volontaires pour travailler avec nous. Et donc on a créé ainsi 5 partenariats avec 5 communes qui étaient en fait des communes sur zone nucléaire. Il y a eu 4 partenariats qui ont
été poursuivis, donc 2 un Mol, un à Dessel, et puis un, ici pas loin, un à Fleurus et un à Farciennes. Puis les projets ont été définis non seulement par les ingénieurs, par les scientifiques, mais avec l'aide de la population. On a intégré dans ces projets leurs desiderata, leurs soucis, de manière à ce qu'ils puissent se retrouver dans la proposition et la défendre. Au bout du compte, il y a une proposition qui a été faite à Fleurus et une à Farciennes. Les conseils communaux ont mis leur veto. Voilà, l'histoire s'est arrêtée là. À Dessel et à Mol, les conseils communaux ont accepté. Le gouvernement a choisi en 2006 de mettre le site à Dessel. Et c'est depuis lors que le projet est en préparation sur ce site. En quoi consiste le projet? En fait, on a une série de barrières successives qui vont protéger de manière passive le déchet et empêcher sa dispersion dans l'environnement, et ainsi qu'une possibilité de contrôle. Alors, vous avez le déchet à la base, que vous placez dans un caisson en béton, qui est rempli après de béton, donc on a ce qu'on appelle un monolithe. Ces monolithes sont eux-mêmes placés dans des modules qui sont protégés pour des raisons opérationnelles simplement par une toiture fixe pendant toute la durée de l'opération, et puis ils sont couverts par un système multicouche de terre, géotextile, terre et ainsi de suite, de manière à pouvoir protéger et éviter l'intrusion. En pratique, ce projet est aussi intégré dans un ensemble beaucoup plus large, puisque vous avez le projet tel qu'il peut s'imaginer. Ceci est le site de Mol-Dessel, où vous pouvez, donc en camping, les futurs modules sont là, ce sont des futurs, ça n'existe pas encore, et pour pouvoir amener l'ensemble des matériaux, les déchets, un quai sera construit le long du canal. Il y a une usine à caissons, il faut fabriquer les boîtes dans lesquelles on va mettre les déchets en béton. Il y a une usine IPM, qui est l'installation de production de monolithes, qui est une usine nucléaire, puisqu'elle est en zone chaude, et un centre de communication. Alors actuellement, on travaille sur la démonstration et l'industrialisation progressive de ce concept, ainsi que sur les demandes d'autorisation qui doivent être remises à l'autorité de sûreté, normalement d'ici la fin de l'année. Alors, l'idée est d'avoir en fait 34 modules au total, en 2 phases. Chaque module contient aux alentours de 900 monolithes. Ils sont équipés en partie basse d'une galerie d'inspection, enfin d'une série de galeries d'inspection qui sont inaccessibles pour l'être humain, mais qui sont accessibles pour des robots et qui sont monitorés en permanence. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est recouvert pendant la phase et puis recouvert d'une couverture. Voilà quelques exemples de différents monolithes qu'on est en train de tester pour différents types de fûts ou des déchets en vrac qui proviennent du démantèlement. Ceci est l'image simplement de l'armature qu'on utilise, et l'image est là non pas pour vous montrer une armature de béton, ce que tout le monde a déjà vu, mais pour l'ensemble des points de monitoring. Ce sont des monolithes tests inactifs qu'on fabrique pour le moment et qu'on teste avec des tests de chute, des tests de résistance, d'immersion et des choses comme ça. Voilà, par exemple, test de chute du monolithe de manière à pouvoir valider tant l'armature que le dimensionnement du béton. Alors vous avez vu que les modules sont en fait des grandes structures en béton. En fait, il y a beaucoup plus de béton que de déchets radioactifs dans ce genre de système. Mais des murs en béton de ce type-là, coulés en une fois, sont difficiles à réaliser. C'est la raison pour laquelle on essaie de démontrer en tout cas, et c'est des travaux qui ont eu lieu à l'été passé, la possibilité de couler d'une traite des bétons sur les épaisseurs nécessaires et sur les hauteurs nécessaires, qui sont de l'ordre de plus de 10 mètres, sans créer des nids de gravier, sans créer des fissures, et donc avec l'ensemble des qualités nécessaires.
Ceci est un test de tassement, donc on est en camping, on est sur du sable, on va venir apporter des milliers de tonnes de béton qui vont se déposer. Il est important de pouvoir contrôler avant de commencer le projet la manière dont le sol va se comporter, est-ce qu'il va se tasser de manière différentielle, est-ce qu'il va basculer. Et c'est la raison pour laquelle on a fait un test grandeur nature voilà. Donc c'est vraiment une montagne de sable qui représente un module et qui donne aussi ce que ça donne en réalité, c'est une quarantaine de mètres de hauteur, et qui nous permet de mieux contrôler les tassements, et les résultats sont d'ailleurs à ce niveau-là très positifs. L'idée de la couverture, donc c'est une couverture multiple avec une terre végétale, puis une protection pour éviter que les racines ne pénètrent trop loin. Donc c'est le système assez classique qu'on utilise sur les décharges, des systèmes de géotextile, des systèmes qui permettent les drainages pour que l'eau soit éloignée des modules et soit drainée vers le bord du système. Or, bien entendu, pour pouvoir être intégré dans la communauté locale, il ne s'agit pas simplement de discuter énormément avec les partenariats et de faire un co-design, c'est-à-dire d'intégrer leurs soucis dans la conception de l'installation, mais il faut assurer un travail vraiment sur le long terme. Les partenariats ont commencé il y a plus de 10 ans, ils vont devoir perdurer, et c'est important pour maintenir la connaissance. Le risque d'abandon de ce genre de structure en cas de gros problèmes sociétaux ou sociaux est important. Donc, il est important pour nous d'avoir aussi un système que la connaissance ne repose pas simplement sur l'ONDRAF et sur les ingénieurs, les scientifiques de l'ONDRAF, mais qu'elle soit partagée au niveau local. Et il est important aussi au niveau local de garder, puisque c'est une zone dans laquelle il y a eu des activités nucléaires de manière historique, de garder un know-how nucléaire et de gestion des déchets et de gestion des matériaux radioactifs dans la région. Donc là, on est beaucoup plus large que le local. Il y a aussi, bien entendu, une plus-value en termes d'emploi et d'utilisation des compétences locales. Alors, pour vous donner une idée, un tel projet doit être financé, bien entendu. Il est financé de différentes manières. Dans sa phase de conception, on travaille toujours sur le principe du pollueur-payeur. On travaille avec des contrats sur 5 ans avec les producteurs, et ils financent la conception, la recherche nécessaire. Après ça, on va travailler avec ce qu'on appelle des fonds, qui sont des fonds à long terme. Donc chaque fois que l'ONDRAF prend sous sa responsabilité un déchet, un mètre cube de déchets, un fût de déchets, il y a un tarif qui est associé, et ce tarif couvre la gestion à court, moyen et long terme de ce déchet. Alors pour le projet catégorie A, on est aux alentours de 750 à 900 millions d'euros, c'est des euros 2010, donc avec l'inflation c'est un peu plus au jour d'aujourd'hui, pour la réalisation même du projet. Donc ça c'est vraiment le coût technique du projet. À côté de ça, il y a un fonds, ce qu'on appelle un fonds à moyen terme, qui finance l'ensemble des plus-values du projet au niveau local, supralocal et régional. Là, on est dans des valeurs aux alentours de 90 à 130 millions d'euros. Voilà pour le dépôt catégorie A. Je voudrais juste terminer en mentionnant, j'avais oublié le dernier slide, quelles sont les grandes étapes. Comme je vous l'ai mentionné plusieurs fois, on est en phase de conception. Nous comptons remettre la demande d'autorisation à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire d'ici à la fin de cette année-ci. L'agence va instruire le dossier, ça va prendre un minimum de 2 ans avant d'obtenir les autorisations nécessaires. Il faut savoir qu'il y a les autorisations nucléaires, mais aussi les autorisations environnementales classiques au niveau de la région flamande, au niveau de l'OVAM. Il y a toute une série de demandes d'autorisation d'urbanistique et des choses comme ça qui sont en cours aussi. Et
On devrait pouvoir cette année-ci aussi commencer les travaux pour le quai, pour aménager le canal, pour en fait garantir un maximum de transport par voie fluviale et pas par route. Et la phase d'exploitation devrait commencer aux alentours de 2017. Donc, ça peut paraître encore assez loin. Pour nous, c'est du court terme, c'est quelque chose qui va se réaliser, enfin qui devrait se réaliser, et qui va permettre d'apporter une solution pour la plus grande quantité de déchets, pour les 70 000 m3 de déchets de catégorie A. Ce que j'ai oublié de vous préciser plus tôt dans l'exposé, c'est que effectivement cette plus grande quantité, ça représente 80% du volume de déchets, mais moins d'1% de l'activité totale que l'ONDRAF a à gérer. Les 99% de l'activité à gérer se trouvent dans les déchets B et C. Alors, où se trouve-t-on dans les déchets B et C? En fait, ça fait 30 ans maintenant que la Belgique a démarré la recherche et développement et démonstration, c'est pour ça qu'on appelle ça RD&D, en la matière. C'est une recherche qui a été initiée dès 1974 par le Centre de l'énergie nucléaire à Mol. Et c'est une recherche qui s'est focalisée très rapidement sur la mise en dépôt géologique selon les recommandations internationales de l'époque, et qui sont toujours d'ailleurs des recommandations internationales au jour d'aujourd'hui. Et elle s'est focalisée rapidement sur l'argile de Beaume, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y avait de l'argile de Beaume sous les pieds du centre nucléaire à Mol, et qu'il était accessible. Cependant, dès le début, dès les années, fin des années 70, il est apparu évident que une telle argile ou une autre argile peu adurée en Belgique nécessitait la construction d'un laboratoire souterrain. Parce que personne au monde n'avait encore construit une installation souterraine dans une argile meuble, c'est-à-dire qui ressemble plus à une boue qu'à quelque chose de dur. Dans une argile meuble, personne n'avait encore construit quelque chose à plus de 200, 250 mètres de profondeur. Donc il fallait d'abord démontrer la faisabilité de construire une installation avant même d'aller beaucoup plus loin. C'est pour ça, contrairement à beaucoup d'autres programmes, le programme belge a un laboratoire souterrain depuis les années 80. Donc on a l'avantage de disposer de cet outil de recherche unique depuis maintenant plus de 30 ans. Par contre, la situation, donc on a 30 ans de recherche derrière nous, mais la situation institutionnelle, la situation politique, elle, est totalement différente de la situation catégorie A. Catégorie A, il y a une politique qui a été fixée par le gouvernement en 1996, un site qui a été choisi en 2008. Pour les B et C, nous n'avons pas de politique. Il n'y a pas de politique institutionnelle validée en Belgique pour la gestion à long terme des déchets radioactifs. Alors, c'est la raison pour laquelle l'ONDRAF a remis dernièrement à ses autorités de tutelle un plan déchets qui vise à obtenir une décision de politique générale sur la gestion de ces déchets en Belgique. Donc on est encore très loin du choix d'un site et d'une réalisation. On espère avoir une décision de politique générale, une orientation à suivre pour nous permettre d'avoir en tout cas une hypothèse ferme pour fermer le système de déchets. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec un dépôt géologique qui est, comme je l'ai déjà mentionné, la solution recommandée au niveau international? Donc on cherche en fait à remplir plusieurs fonctions qui assurent la sûreté. Et la manière dont on remplit ces différentes fonctions de sûreté peut varier en fonction des déchets qu'on a à mettre, en fonction de la géologie qu'on a à disposition, en fonction des barrières ouvragées qu'on va construire. Donc l'important, c'est de regarder le système dans son ensemble. Il peut y avoir des variations d'un pays à l'autre. Mais globalement, on cherche tous à faire la même chose. On cherche à isoler les déchets de la biosphère, de l'homme, de l'environnement, en les mettant en profondeur. On cherche à confiner les déchets, tant que faire se peut, au sein de barrières ouvragées pendant le plus longtemps possible. Mais il est évident que, quelle que soit la qualité de votre barrière ouvragée, quelle que soit la qualité des métaux, du béton que vous allez utiliser, vous ne pouvez pas compter qu'ils vont tenir pendant des centaines de milliers d'années nécessaires. Donc, il est nécessaire de jouer sur autre chose, d'avoir, en cas de fuite radioactive, en cas de dispersion de matériaux radioactifs, la géologie doit jouer non seulement un rôle d'isolation, mais aussi de retard à la migration, de piégeage des contaminants radioactifs. Alors comment on obtient ça?
en bâtissant des stratégies de sûreté et puis en les testant progressivement. Et dans le cas belge, où on se base de nouveau sur des argiles. Alors, je pourrais vous expliquer pourquoi les argiles, ça prendra un peu de temps, mais parce que globalement, dans le monde, on considère 3 choses. On considère le sel, Allemagne, États-Unis, les granites, Suède, Finlande, et les argiles, principalement Suisse, France, Belgique, Hongrie, Japon. Des granites, je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a pas, il y en a sans doute en dessous du massif du Brabant, mais à 4000 mètres de profondeur, personne n'a jamais été le rencontrer, donc c'est très difficile d'imaginer travailler là. Le sel, on en a un tout petit peu, ici pas loin, à Mons, mais il est en train de se dissoudre et il crée des petits tremblements de terre au fur et à mesure qu'il se dissout, donc c'est certainement pas le bon endroit pour aller mettre des déchets. Alors il reste par contre des argiles, on a de belles couches d'argile en Flandre, des argiles peu indurées et qui ont une capacité de piégeage extrêmement importante, j'y reviens. Alors, dans la stratégie de sûreté, le confinement est assuré par les barrières ouvragées, on va voir, et on va voir que ce confinement doit être assuré pour de l'ordre de quelques centaines à quelques milliers d'années, parce que le reste est assuré par l'argile, parce qu'on peut compter dessus, et j'espère pouvoir vous le montrer par la suite. Alors, je vous ai parlé du laboratoire souterrain, voilà à quoi il ressemble. C'est un laboratoire relativement modeste, ça fait 200 mètres de long, qui a la particularité d'avoir été construit par étapes. Alors, au début, c'est vraiment des pionniers. Ça a été construit quasiment à la main, en gelant l'ensemble du système. Et puis, au fur et à mesure de l'industrialisation, les dernières réalisations ont été construits avec des tunneliers industriels, des systèmes qui sont utilisés comme pour le métro de Londres, et de manière à obtenir des cadences de creusement qui soient réalistes et faisables, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue économique. La dernière réalisation en date est d'ailleurs une galerie à angle droit, j'y reviendrai. Alors, un point important, c'est que l'ensemble de ce que je vous mentionne sur les déchets BSC, c'est non seulement le travail de l'ONDRAF et le travail des prédécesseurs de l'ONDRAF, de SCK et de tous les chercheurs qui travaillent là-dessus, mais c'est surtout un travail international. Il y a une collaboration internationale énorme au niveau européen et au niveau mondial autour de la gestion à long terme des déchets radioactifs. Donc, l'ensemble des données est publié, est accessible dans la littérature scientifique, est revu au niveau international par nos pairs. On partage l'ensemble des informations, ce qui nous permet de valider les approches et ce qui nous permet d'apprendre des autres. Ainsi, les Français sont venus tester certaines choses dans le laboratoire souterrain à Moll avant de construire leur propre laboratoire souterrain à Bure, qui se situe en Meuse-Haute-Marne, et qui a, lui, la particularité d'être plus profond. Il est à 500 mètres dans des argiles plus dures, mais tout a été testé d'abord ici. Alors, quelques images du temps des pionniers, début des années 80, ça c'est quand on gèle, puisqu'on est au-dessus des argiles, vous avez du sable. Ce sable est aquifère, il est extrêmement riche en eau, c'est un des plus gros aquifères de Flandre. Il est nécessaire de le geler sur l'épaisseur complète, donc sur 180 mètres, vous devez le geler avant de pouvoir commencer à creuser. Et ça, au jour d'aujourd'hui, ça reste tout à fait valable. Là, c'est le creusement. À l'époque, ils ont creusé, ils ont gelé par contre l'argile, parce qu'on prédisait que l'argile allait complètement s'effondrer sur lui-même. Et donc, l'argile était gelée, on creusait à la main, ça c'est cette époque-là. Puis ça s'est mécanisé progressivement au niveau du creusement des puits, pour arriver actuellement à des machines de type tunnelier qu'on emploie classiquement pour le forage de tunnels, mais à des profondeurs nettement moins importantes que celle-ci. Ici, c'est 220 mètres, pour obtenir la galerie que vous avez ici, galerie dans laquelle on a travaillé à angle droit, on a fait travailler avec un petit tunnelier à angle droit, ce que vous voyez ici. Cette galerie va servir, c'est une galerie de 30 mètres de long qui est dédiée pour un test de chauffe, donc on va la chauffer pendant 10 ans pour voir comment l'argile se comporte en présence de déchets chauffants, justement. Encore quelques images du laboratoire souterrain. Creusement avec un rodédor. L'ensemble du monitoring, puisque c'est un laboratoire de recherche, donc tout ce qu'on fait est totalement suivi au niveau tant des pressions, des températures, du comportement du massif argileux, du comportement de l'eau dans le massif argileux. Tout ça est suivi, ça donne une idée de tout ce qui est fait. Et quand on creuse l'argile, on génère des fractures qui sont très claires ici.
on génère des fractures, et en fait, tout l'ensemble de l'industrialisation du système a été de minimiser ces fractures, parce que l'argile est un tellement bon piège pour la radioactivité qu'il faut absolument éviter de l'abîmer. Et donc, ces fractures ici, on fait tout pour les minimiser, on a travaillé pour les minimiser, et actuellement, on peut montrer qu'elles sont limitées sur une cinquantaine de centimètres, et l'avantage de l'argile de baume, c'est que cette argile a une propriété de cicatrisation, d'autoscellement. Donc quand vous le fracturez, comme c'est le cas ici, dès que l'eau revient en contact de l'argile, là, on voit encore la trace de la fracture, elle est là, mais la structure de l'argile est de retour à l'origine. Donc on a pu montrer que les fractures se créaient autour du tunnelier, mais dès la pose du revêtement, après, quelques semaines après, le système était revenu à l'équilibre. Alors, dans le laboratoire souterrain, on fait différents types d'expériences, et là, un des avantages de la voie depuis longtemps, c'est qu'on a des expériences de migration, c'est une installation nucléaire dans laquelle il n'y aura jamais de déchets, parce qu'elle n'est pas dimensionnée pour ça, mais dans laquelle on peut utiliser des sources radioactives et on injecter des traceurs radioactifs. C'est très important pour pouvoir contrôler le comportement du massif. Et par exemple, cette expérience-ci, c'est simplement un tube d'acier avec des filtres. Et dans la partie rouge ici, se trouvait une source radioactive, c'était de l'eau tricier, qui il y a 25 ans, je crois, ou 22 ans, on a libéré et on a mesuré de part et d'autre de ce filtre, chaque fois à des distances, ce qui se passait. Et on a comparé ça à un modèle strictement théorique de diffusion pure. Diffusion, ça veut dire que, fondamentalement, la radioactivité dans l'argile ne suit pas les mouvements d'eau, mais se disperse de manière totalement homogène sur 360 degrés. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le modèle est parfaitement confirmé par l'expérience, et une expérience sur plus de 20 ans, donc ce qui nous a conforté dans l'idée que la diffusion dominait le système. Il y a plusieurs expériences de même type qui confortent cette idée. Ceci est encore une idée pour vous montrer, une image pour vous montrer le monitoring autour. Ça, c'est la galerie Praclay dont je vous parlais à l'instant. C'est une galerie qu'on va chauffer. Pour le moment, c'est une galerie dans laquelle il y a 2 systèmes de chauffage. Elle est remplie de sable et elle est scellée. Et on attend que le scellement soit suffisamment efficace pour pouvoir commencer à la chauffer. Ça devrait se passer, je dirais, après l'été, si tout va bien. Et tout autour, ce sont les forages qui nous permettent d'enregistrer les mouvements, les variations qu'on va avoir dans le massif en chauffant. Et donc, on va représenter ainsi la réaction du massif argileux et de la galerie, de l'ensemble du système, quand on mettra un déchet chauffant, un déchet C, dans cette géologie. Alors, l'ensemble des résultats qui étaient acquis aux alentours des années 2000 a été synthétisé dans un document qui s'appelle SAFIR, pour Safety Assessment and Feasibility Interim Report. SAFIR qui était présenté au gouvernement qui l'a soumis à une peer review internationale sous l'égide de l'OCDE. Et les conclusions de la peer review internationale, donc un audit, un examen, étaient que la possibilité d'avoir un dépôt sûr et faisable dans l'argile de baume était là, était bien présente, mais que pour aller de l'avant, il fallait absolument que l'ONDRAF obtienne un support politique et sociétal, une décision, un processus décisionnel et une réglementation spécifique. On ne peut pas réglementer un dépôt de déchets nucléaires comme on réglemente une centrale nucléaire. C'est 2 installations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, l'une est active, l'autre est passive, donc il faut une réglementation adaptée. Et c'est sur ces bases de ces conclusions-là, qui sont des conclusions remises au gouvernement belge, que l'ONDRAF a démarré le plan déchets. Le plan déchets est en fait un plan à visée stratégique qui donne, puisqu'il a été remis au gouvernement, l'ensemble des éléments pour que le gouvernement puisse décider, en toute connaissance de cause, l'orientation qui doit être suivie pour la gestion à long terme des déchets B et C en Belgique. Alors, ce plan déchets est accompagné d'un rapport sur les incidences environnementales au niveau stratégique, qui est une obligation d'une directive européenne qui a été transposée en droit belge en 2006, et par une consultation du public. Tout ça a eu lieu pendant la période 2009-2010. Le rapport a été remis en 2011.
2011, c'est, vous en souviendrez tous, le gouvernement était en affaires courantes, donc au moment où nous avons remis le rapport, la réponse était il faut un gouvernement de plein exercice pour pouvoir décider. Donc le rapport est maintenant dans les mains du nouveau gouvernement et nous attendons la décision, sans pouvoir préjuger. Alors, ceci est la procédure fixée par la loi de 2006. Je ne vais certainement pas rentrer dans les aspects procéduraux, ça serait vraiment trop long et assez rébarbatif. Mais l'important ici, c'est qu'outre la procédure qui est ici en orange, l'ONDRAF a réalisé toute une série de consultations sociétales préalables, et sur lesquelles je reviendrai à la fin de l'exposé, de manière à mieux percevoir quels étaient les soucis, les inquiétudes, les valeurs avec lesquelles il fallait pouvoir traiter dans le plan déchets, de manière à pouvoir rencontrer les soucis de la population. Donc on a vraiment essayé d'impliquer le public, non pas une population locale, parce qu'il n'y a pas de site, mais le public en général, dans la préparation du dossier. Or, ce dossier comporte des éléments stratégiques, comporte aussi, et c'est la loi qui l'oblige, une comparaison des différentes options et des différentes alternatives. Alors, on a regardé ça de manière extrêmement large, y compris des choses qui sont formellement interdites par tous les traités internationaux, mais on l'a regardé quand même de manière vraiment avoir la vue la plus large, ce que demande d'ailleurs la directive, et puis pouvoir choisir en connaissance de cause. Donc c'est le rejet en mer tel qu'on le pratiquait jusque dans les années, fin des années 70, début des années 80. Le rejet, soit le dépôt dans le fond de la mer, le rejet dans les calottes glaciaires, le rejet dans l'espace, navette spatiale et vers l'espace, le rejet dans les zones de subduction ou directement les injections de déchets chauds dans une calotte glaciaire, la calotte fond sous son système. Des systèmes en surface, donc de type catégorie A, mais conceptualisés pour du plus long terme, des forages profonds et un dépôt géologique. Et en fait, au bout du compte, quand vous comparez ceci sur les 4 dimensions qui nous intéressent, c'est-à-dire la dimension financière, la dimension scientifique, la dimension éthique, sociétale et la dimension de sûreté, ne reste que la solution du dépôt géologique, avec des variantes, bien entendu. La solution des forages profonds, qui est très proche de la solution de dépôt géologique, est aussi possible, mais n'est pas possible pour les volumes de déchets que nous avons, parce qu'il s'agit de forages à 2-3 km de profondeur. Pour aller mettre 70 000 ou même 10 000 mètres cubes de déchets, c'est assez compliqué. Toutes les solutions qui sont au-dessus sont toutes interdites par traités internationaux, traités qui ont été ratifiés par la Belgique, et les solutions en surface ou subsurface ont été formellement interdites par l'Agence de contrôle nucléaire, considère qu'on ne peut pas atteindre les degrés de sûreté nécessaires avec des systèmes en surface, justement de nouveau pour cette histoire d'incertitude sociétale qui est supérieure à l'incertitude sur la géologie. Donc, globalement, on a comparé tout ça. On a aussi pris en compte les possibilités qu'allait offrir la science ou que pourrait offrir la science dans les décennies suivantes, c'est-à-dire les cycles nucléaires avancés, dont je pense M. Van Gouten de la Commission européenne viendra vous parler dans 2 ou 3 séances. Donc ces cycles nucléaires avancés ont la possibilité de brûler beaucoup plus d'uranium, de plutonium qu'actuellement, et ainsi de brûler aussi d'autres déchets, voire de transformer certains produits radioactifs en des produits moins radioactifs ou radioactifs pendant moins longtemps. Donc potentiellement, il y a là un intérêt. Cependant, on est encore là vraiment dans des recherches fondamentales, on est très très loin de l'industrialisation, et il y a un consensus international clair, et ceci n'est pas un point de vue de l'ONDRAF, mais un point de vue partagé vraiment mondialement, qu'on ne pourra jamais arriver à brûler l'ensemble, parce que tout procédé industriel produit ces déchets, et ces nouveaux systèmes avancés vont eux-mêmes produire leurs déchets, qui seront des déchets différents de ceux qu'on a actuellement, mais qui seront des déchets qui vont devoir eux aussi être mis en dépôt, parce qu'ils seront de longue durée de vie, et ils seront hautement actifs. Donc, ces systèmes futurs pourront peut-être nous aider à optimiser un dépôt de déchets, mais ne pourront jamais remplacer la nécessité d'un dépôt. Alors, d'une manière générale, tous les pays avancés actuellement en gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité ont opté pour le dépôt
en couche géologique. Même si ce dépôt vient dans de très nombreuses décennies. Certains pays ont opté pour un dépôt à très court terme. Les Finlandais, les Suédois devraient avoir un dépôt d'ici 2020-2025. Les Français, idem. Les Suisses, un petit peu plus tard. Les Hollandais ont pris une décision il y a très longtemps, en 84, si mes souvenirs sont exacts. Ils ont pris une décision de dépôt géologique, mais aussi, parce que c'est un tout petit programme, ils ont décidé on attend 100 ans, comme ça on aura à ce moment-là suffisamment de déchets pour pouvoir justifier économiquement un dépôt. Mais ils ont pris la position de faire un dépôt. Alors, quelle est la proposition que l'ONDRAF a faite au gouvernement dans le cadre du plan déchets? C'est un dépôt géologique dans une argile peu indurée. Là, on a le choix entre argile de Beaume ou argile yprésienne, j'y reviendrai dans un instant. Sur le territoire belge, c'est-à-dire qu'on prend nos responsabilités, puisque c'est la Belgique qui a produit ces déchets pour des raisons historiques, pour des raisons de choix énergétiques, pour des raisons de choix industriels ou stratégiques, ces déchets doivent être gérés, nous considérons qu'ils doivent être gérés et gérés à long terme sur le territoire belge. On propose d'aller le plus vite possible vers un dépôt, mais le plus vite possible, il faut le mettre entre guillemets. C'est-à-dire que le développement d'un tel dépôt doit bien entendu être proportionné à la science, à la technique, mais proportionné aussi à l'assise sociétale. Sans assise sociétale, il n'est pas question, on l'a vu pour catégorie A, sans assise sociétale, il n'est pas question de pouvoir développer une telle installation. Donc il faudra être proportionné, et le aussi vite que possible veut dire qu'on prend une décision, on demande une décision politique au jour d'aujourd'hui pour avoir un dépôt qui pourrait au plus tôt être en opération en 2035-2040. Ça vous donne tout de suite l'idée de la phase d'industrialisation encore nécessaire. Or, bien entendu, ce dépôt ne peut pas être là tout seul, il doit s'inscrire dans un système décisionnel. Système décisionnel qui, comme l'a montré catégorie A, doit se passer de manière la plus transparente possible, en accord avec la société, avec l'ensemble des parties prenantes, doit se passer par étapes, on doit travailler par petites étapes, et sur chaque étape, il y a des points de rendez-vous avec le Parlement, des points de rendez-vous avec le gouvernement, des points de rendez-vous avec les autorités locales, sur lesquels on peut, à un moment, revenir, je dirais, s'arrêter, repenser les étapes, voir si on est toujours dans la bonne direction, prendre le temps de réfléchir, d'auditer les résultats et aller vers la prochaine étape. Donc ce n'est pas du tout un système linéaire, on travaille de manière la plus flexible possible. On doit aussi assurer la continuité. Je vous ai parlé d'un dépôt qui commencerait ses opérations aux alentours de 2035 et qui va fonctionner pendant 100 ans. On est obligé de garantir une continuité de know-how, d'expertise, pas seulement nucléaire, mais aussi d'ingénieurs des mines. Il n'y a plus d'ingénieurs des mines en Belgique, il n'y a quasiment plus d'ingénieurs nucléaires non plus d'ailleurs. On a des ingénieurs des mines qui n'ont jamais vu une mine. Donc il y a vraiment là un travail fondamental de continuité qui doit être réalisé. Et on doit bien sûr intégrer les aspects techniques, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, techniques et sociétaux. Alors, dans le cadre du plan déchets, on a réalisé aussi une consultation du public. Il y a une consultation d'une série d'instances, mais aussi une consultation du public qui était réalisée. Et de cette consultation du public, ainsi que des consultations qu'on a réalisées préalablement, notamment un forum citoyen sur lequel je reviendrai, sont sorties toute une série de conditions qu'on n'avait pas dans le projet de plan déchets. Et on a ajouté ces conditions au plan déchets, à la solution proposée, de manière à prendre en compte les inquiétudes, les soucis ou les demandes des citoyens ou d'une partie de ceux-ci. Et ces soucis sont la récupérabilité. On doit avoir la possibilité de récupérer ces déchets pendant une période de temps encore indéfinie. L'idée est bien entendu de les laisser dans le fond, ce n'est pas d'aller les rechercher. Mais si quelque chose devait mal se passer pendant une certaine période de temps, on doit avoir la possibilité de récupérer, possibilité de contrôler. Donc même si c'est passif, même si c'est la géologie qui fait son travail, on doit avoir la possibilité de contrôler. On a un transfert de connaissances, j'y suis déjà venu, mais c'est quelque chose qui ressort en permanence des commentaires que nous avons reçus. On doit garder un œil sur les évolutions scientifiques, techniques, des solutions qui n'ont été rejetées dans le plan déchets ou qui n'ont pas été gardées. Donc on doit faire une veille technologique sur notamment ces cycles avancés ou d'autres choses. Et on doit assurer, l'ONDRAF ne peut pas être seul à faire ça, et il faut quelqu'un d'autre que l'Agence de contrôle nucléaire. Il y a une demande claire pour qu'il y ait un suivi, un organe de suivi indépendant
du processus décisionnel, du choix de site et des choses comme ça. Organes qu'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des pays étrangers avancés, qu'on appelle souvent le garant. Alors, cette solution est une solution qui est actuellement, comme j'ai mentionné, ici quelques images, la solution qui est recommandée internationalement. Il n'existe actuellement qu'un seul dépôt géologique dans le monde, c'est à Carlsbad, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, dans une couche de sel, où on place des déchets qui sont des déchets plutonifères, qui viennent en fait de l'armée, donc l'ensemble du programme de bombes nucléaires, qui a produit énormément de déchets, plus le démantèlement de ces têtes nucléaires suite aux accords de désarmement. Et ces déchets sont placés dans le sel, là-bas. Là, c'est une image du laboratoire souterrain en France qui préfigure le dépôt, mais le laboratoire souterrain français non plus n'accueillera pas de déchets. Ceci est c'est un schéma du système en Finlande. La partie que vous voyez en bleu, ou en plus foncé en tout cas, est une partie qui existe. Ils sont en train de le creuser. Ils ont creusé 5000 mètres de galerie. C'est une rampe, c'est une descenderie. Il y a 5000 mètres qui sont creusés. Ils sont actuellement à 420 ou 425 mètres de profondeur. La partie blanche, c'est ce qu'ils creuseront pour aller déposer le combustible usé au moment où ils obtiendront la licence. La licence devrait être obtenue d'ici un an ou deux, normalement. Ceci est le laboratoire souterrain en Suède. Là aussi, il n'y aura pas de déchets qui seront stockés, mais la Suède a remis une demande d'autorisation à ses autorités l'année passée. Donc normalement, les premiers dépôts en Europe devraient être des dépôts dans les pays du Nord, en Finlande, Suède. La France devrait suivre un peu après. La solution qui est proposée en Belgique est actuellement celle-ci. C'est une série de puits, une galerie d'accès et des galeries perpendiculaires dans lesquelles on mettrait en dépôt les déchets, les galeries étant dédiées par type de déchets, de manière à éviter des mélanges de déchets qui seraient incompatibles. Vous voyez tout de suite que les galeries ici sont plus proches, c'est pour les déchets B qui ne chauffent pas. Ici, elles sont plus éloignées l'une par rapport à l'autre. C'est pour les déchets C, de manière à éviter les perturbations thermiques. Ça, c'est le système tel qu'il est proposé actuellement. Alors, les barrières ouvragées imaginées dans notre cas sont des barrières qu'on construit en surface. En fait, on veut minimiser le travail en profondeur parce que dans l'argile, que ce soit l'argile de baume ou l'argile d'Ypres, on ne peut pas creuser des galeries de très grande dimension. On est limité à 3 mètres, 3 mètres et demi de diamètre. Ce n'est pas beaucoup pour pouvoir travailler. Donc, on préfère éviter les manipulations en profondeur et de construire en surface un système qui soit stable, bien entendu, et qui offre toute la protection radiologique nécessaire. Et ce système, c'est ce qu'on appelle soit ici le superconteneur ou le monolithe pour les déchets B, le superconteneur étant pour les déchets C. C'est en fait le déchet vitrifié ou le combustible usé est au milieu, entouré d'une enveloppe métallique, elle-même de 3 cm, elle-même entourée de 70 cm de béton, qui protège les ouvriers, l'homme, au cours des manipulations, mais qui a aussi l'avantage de former un milieu géochimique qui est tout à fait favorable à l'absence de corrosion de l'acier au carbone, ce qui permet d'avoir des aciers au carbone qui résistent dans le temps et qui assurent ce confinement pendant les quelques milliers d'années qu'on leur demande. Pour les déchets B, c'est un système qui ressemble très fort en fait à ce qu'on fait pour les déchets catégorie A. Alors, où va-t-on se passer? Je vous ai dit, on n'est pas encore dans le choix d'un site, on est loin de là, puisqu'on n'a pas encore de politique en la matière. Cependant, dans un dépôt géologique, il y a un facteur limitant, c'est la géologie. On ne va pas aller faire un dépôt dans une argile peu indurée, là où il n'y a pas d'argile peu indurée, ça semble assez évident. Donc on est de toute façon limité par la géologie. Et pour ce qui est de l'argile de baume, voilà globalement l'endroit où ça peut se faire, où l'argile se trouve à de 200 à 300 mètres de profondeur, de 300 mètres de profondeur. Voilà une photo d'une argilière, l'argile de baume à fleurs plus au sud et à Baume, comme son nom l'indique. Ça, c'est typiquement l'argile de Baume. Vous retrouvez une structure rubanée qui est caractéristique. Et un des avantages, c'est que ces variations qu'on retrouve dans l'argile, qui sont très fines, de l'ordre du centimètre, on les retrouve
dans le laboratoire souterrain, on peut les suivre dans le laboratoire souterrain et on les retrouve en argilière et on peut les corréler. Il y a 50 km de différence, mais elles sont extrêmement précises. Ce qui prouve que pendant les 30 millions d'années que depuis que l'argile a été déposée, il n'a été que très très peu modifié, il a subi que peu de modifications. Sa géochimie est aussi très constante. On peut montrer que la géochimie de l'argile est stable depuis au moins plusieurs millions d'années, ce qui veut dire qu'elle devrait rester stable pour les quelques centaines de milliers d'années qui nous intéressent. Ça, c'est pour l'argile de Beaume. L'argile d'Ypres, on est toujours dans le nord de la Belgique. On est dans le nord de la province d'Anvers, jusque la zone de Knock. C'est une argile qui ressemble assez fort, mais vous verrez directement que c'est quand même une argile qui est caractérisée par des failles, ce qu'on appelle intraformationnelles. Ce n'est pas des failles de tremblement de terre, c'est à l'intérieur même de la formation, qui ont décalé les niveaux. On voit très bien dans les niveaux plus foncés, et ceci est quelque chose, bien entendu, qu'il nous faut étudier dans le détail et qui est caractéristique de cette argile-là par rapport à l'argile de Beaume. Ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Mais encore, il n'y a pas de site choisi actuellement. Alors, sur base de tout ça, sur base du design, sur base de toute la compréhension phénoménologique, c'est-à-dire la manière dont la géochimie, la thermique, l'eau vont se comporter autour des déchets et au cours du temps, on fait des analyses de sûreté qui sont bien sûr des modèles mathématiques qui nous permettent d'évaluer ce que donne comme isolation, comme retard, comme sûreté globale la solution qui est proposée. Bien sûr, il ne faut pas prendre ces chiffres comme tels, c'est une illustration d'un certain type de scénario. Bien sûr, on ne peut pas calculer, on voit même une idée de la dose à 1 million d'années ou à 100 000 ans d'un individu critique, ça serait ridicule. Par contre, on peut faire des calculs qui sont extrêmement conservatifs, qui prennent un individu qui vit à l'endroit où il y a le maximum de radioactivité, qui pompe son eau dans l'aquifère où il y a le maximum de radioactivité, qui vit en autarcie totale avec sa famille, et qui utilise que cette eau-là, qui la recycle et donc qui se recontamine. Et on obtient ce genre de courbe. De nouveau, ce n'est qu'une illustration, ne prenez pas les chiffres au pied de la lettre, mais ce qu'on voit globalement, c'est qu'on a un pic qui arrive aux alentours de 100 000 ans, et c'est un double logarithme, 100 000 à 500 000, on commence aux alentours de 60 000, si mes souvenirs sont exacts. On reste nettement en dessous de deux choses qui sont importantes et qui permettent de faire quand même quelques comparaisons. La zone en rouge, c'est la zone qui est habituellement utilisée comme limite par l'ensemble des autorités de réglementation de par le monde. C'est aux alentours du millisievert par an. La ligne verte au-dessus, c'est la dose que chaque individu reçoit en moyenne en Belgique, la dose naturelle. La dose de radioactivité naturelle en Belgique est aux alentours de 3 millisieverts et demi par an. En Wallonie, il est nettement plus élevé que ça. Si vous vivez dans une maison avec une cave où le radon a eu l'occasion de se concentrer, c'est nettement encore plus élevé que ça. Mais ça donne une idée, la moyenne est de 3,5. Et on se retrouve là à des facteurs 200, 400 fois inférieurs. Et ceci pour tous les scénarios qu'on considère. On considère un scénario d'évolution normale et puis on considère alors des événements, sans pouvoir bien entendu fixer une date sur leur survenue, mais simplement on fixe des scénarios avec un scénario glaciaire, même s'il a de moins en moins de chances de se réaliser avec le réchauffement climatique, un scénario de réchauffement climatique, d'érosion par la mer, d'inondation, d'intrusion humaine, et des choses comme ça, et on recalcule les doses à chaque coup. Voilà, pour ce qui est de la partie scientifique. Comme pour Catégoria, une idée des coûts pour ce genre d'installation. Une première chose au niveau du programme de recherche et développement. Donc depuis 74, on avait fait un calcul 74-2014. On est globalement à 360 millions d'euros exprimés en euros de 2008, ce qui fait aux alentours de 10 millions d'euros de recherche par an. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que le programme de recherche de l'ONDRAF sur le dépôt géologique représente un budget
de recherche de 15 millions par an, ce qui est un budget quand même non négligeable pour de la recherche, y compris le laboratoire souterrain, bien entendu. La construction, l'exploitation d'un dépôt du type de celui que je vous ai montré, et c'est des coûts, si on devait les payer demain matin, bien entendu, on ne prend pas en compte le discount, sont des coûts qui sont de l'ordre de 3 milliards 2, 3 milliards 5 millions d'euros. Ce sont des coûts qui sont réévalués de manière récurrente par l'ONDRAF, de manière à pouvoir répercuter ces coûts, même s'ils sont des coûts hypothétiques pour le moment, à répercuter ces coûts sur les tarifs de prise en charge des déchets, de manière à pouvoir, pour nous, toujours couvrir la prise en charge de ces déchets. Alors, je vous ai déjà donné les chiffres, je vous les remonte ici, simplement le planning au plus court, c'est-à-dire si la décision est prise demain matin et qu'un site est choisi très rapidement, d'un point de vue technique, il nous faudrait encore une dizaine d'années de recherche pour confirmer certaines choses, notamment le test de chauffe que je vous ai mentionné. Il faut après ça proposer toutes les autorisations, les recevoir, commencer à construire, donc 2035-2040 pour pouvoir démarrer l'exploitation et mettre en dépôt les déchets B. Les déchets C viendraient nettement plus tard, après refroidissement en surface. Ça, c'est un planning technique, le planning de choix de site, le planning lié aux décisions politiques et sociétales qui doivent être prises. Lui, on ne peut pas mettre des chiffres dessus. Ça peut aller relativement vite, ça peut prendre un temps énorme, ça peut prendre des circonvolutions qui font que il y a du temps qui est perdu, mais qui est regagné par la suite. Donc là, on ne veut absolument pas se fixer des dates, donc c'est certainement pas un planning de réalisation, c'est juste un planning au plus court. Alors, je vous ai touché un mot, et je voudrais terminer par ceci, je vous ai touché un mot des concertations sociétales et de l'importance de l'assise sociétale. C'est évident qu'on ne peut pas réaliser de tels projets sans concertation avec la population en général, et en particulier, ou même les parties prenantes en général. Par parties prenantes, il y a le producteur de déchets, il y a la population, il y a l'autorité de sûreté, il y a beaucoup de personnes concernées. La population en général, mais aussi bien entendu les populations locales, la population chez qui le dépôt va se faire. Parce que de toute façon, quelle que soit la solution choisie, le paradoxe de la gestion des déchets radioactifs fait que c'est un problème fédéral, national. On génère tous des déchets radioactifs, mais que la solution, elle, ne sera de toute façon que locale. Donc ce sera une population locale qui, quelque part, aura la charge de la gestion de l'ensemble des déchets, en un ou plusieurs sites, ça dépend, de l'ensemble des déchets produits au niveau national. Donc là, il y a vraiment un problème. On parle toujours d'équité intergénérationnelle vers les générations futures, mais aussi un problème d'équité à travers pour la même génération, pour les gens qui ont les déchets dans leur jardin, si je puis m'exprimer comme ça. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été réalisées. Je vous ai déjà mentionné les partenariats qui ont été créés il y a de longues années pour catégorie A. 2 partenariats subsistent, à MOL et à Dessel, c'est Stora et Mona. Mona pour MOL, pardon, et Stora pour Dessel, et qui participent encore activement au développement du projet. Les autres partenariats ont été dissous suite à l'abandon des projets. Pour les déchets de catégorie B et C, il nous est impossible de créer des partenariats puisqu'il n'y a pas de site choisi. Et même de travailler au niveau régional, c'est difficile puisqu'il n'y a pas encore de politique choisie. C'est la raison pour laquelle on a, en travaillant avec des sociologues, des spécialistes de la participation, imaginé des solutions de type forum citoyen. Alors le forum citoyen est une méthode de ce qu'on appelle démocratie participative qui permet à un groupe de citoyens qui est pas représentatif statistiquement parce qu'ils sont 32 ou 35, mais représentatif de la diversité des opinions, de débattre pendant 3 week-ends, de débattre avec une série d'experts qui viennent de tous les horizons. C'était pas simplement l'ONDRAF, c'était pas simplement le monde nucléaire. Il y avait des sociologues, des psychologues, des ingénieurs nucléaires purs et durs, il y avait des géologues, il y avait des gens de Greenpeace, des politiciens. Ils ont débattu et ils ont remis un rapport, et ça de manière totalement indépendante. C'était géré par la Fondation Roi Baudouin, c'était pas géré par l'ONDRAF.
Ils ont remis un rapport. Ce rapport a accompagné le plan déchets quand il était au gouvernement, et c'est un rapport sur lequel l'ONDRAF n'a rien eu à dire. Il a été remis à l'ONDRAF, on a découvert au moment de la remise, et puis on l'a transféré au gouvernement. Bon, il se fait que ce rapport est favorable à la proposition de l'ONDRAF, et ce rapport a été le premier à mettre en évidence la nécessité de récupérabilité et de continuité des connaissances, ainsi que la nécessité d'établir un garant indépendant, toutes des conditions qu'on a repris dans notre plan déchets tel que finalisé. Alors, il y a une volonté de poursuivre ce dialogue, mais et de le focaliser de plus en plus vers les gens qui sont ou qui seront concernés par cette gestion à long terme. Juste quelques images de ces forums citoyens, les 32 citoyens qui nous ont remis ce rapport. Ça, c'est la remise du rapport qui s'est passée au Parlement fédéral, donc c'était quelque chose de très formel, et on leur avait promis de remettre ce rapport au gouvernement, ce qui a été fait. Et voilà, avec ceci, je voudrais terminer, vous remercier pour votre attention, simplement vous mentionner ces quelques sites internet sur lesquels vous trouverez plus d'informations et l'ensemble des documents dont j'ai parlé, dont notamment tout ce qui est plan déchets, tous les documents procéduriers qui vont avec le plan déchets sont disponibles. Sur le site 4, vous avez tout ce qui concerne les déchets catégorie A, et il y a y compris une chaîne de TV digitale en néerlandais qui est disponible pour les gens qui ont le système digital. Et puis il y a le site général de l'ONDRAF. Merci encore pour votre attention. Merci beaucoup. On va passer à la séance de questions. Alors, qui ouvre le bal des questions? Claude? Je n'entendais pas moins. Voilà, vous avez dit qu'en fait, il y avait 3 types de solutions pour l'enfouissement, le granit, le sel ou l'argile, et que ces solutions avaient été choisies par différents pays. Qu'est-ce qui a motivé ces choix? Des choix scientifiques ou bien suivant la géologie qu'on avait à sa disposition? Non, c'est d'abord un choix scientifique. Donc c'est d'abord, en fait, les premières réflexions sur les géologies favorables ont été réalisées par l'Académie des sciences aux États-Unis en 1954. Et à cette époque, ils ont réfléchi à quelles étaient les propriétés favorables qui pouvaient amener justement au confinement, à l'isolation et au retard. Et ils sont arrivés dès 54 ou 55 à ces choix-là. Donc soit des massifs granitiques au sens le plus large possible, ça peut être granodiorite, qui eux n'ont pas beaucoup de capacité de retard, mais par contre ont l'avantage de se présenter en grands blocs et de pouvoir isoler de manière importante les déchets, et de composer à de grandes profondeurs, ils sont relativement faciles à creuser aussi. Le sel pourquoi? Parce que l'avantage, s'il y a du sel, il n'y a pas eu d'eau. Dès que vous avez un peu d'eau, de toute façon, ça se dissout. Le site du WIPP, donc le Waste Isolation Pilot Plant à Carlsbad, au Nouveau-Mexique, est en un sel permien. Il a 130 millions d'années et il couvre une zone qui est plus grande que la Belgique. C'est un sel qui, lui, est en couche. En Allemagne, par contre, ils travaillent dans des dômes de sel où le sel est remonté, ce qui, d'ailleurs, leur a posé certains problèmes à As. Et puis les argiles, de nouveau au sens large, pour leur capacité de piégeage. Les autres roches, les calcaires par exemple, les calcaires sont principalement caractérisés par du quartz. L'eau trouve son chemin, trouve des grottes, donc ça a été exclu. Des roches de type schiste, qui pourraient s'avérer extrêmement intéressantes, présentent énormément de fractures et sont extrêmement difficiles à caractériser. Donc quand vous creusez un endroit, vous avez quelque chose, mais vous ne savez pas du tout ce qui peut se passer à quelques mètres, voire quelques dizaines de mètres ou quelques mètres de là. Donc toute cette réflexion a eu lieu depuis les années 50 et s'est affinée. Mais de nouveau, ce qui est important, c'est de considérer l'ensemble. Vous avez les déchets, les barrières ouvragées et la géologie. C'est toujours les 3 qu'il faut considérer, et c'est pour ça qu'il y a des différences entre les différents concepts, entre pays. Qu'est-ce qui fait qu'on a rejeté finalement la solution qui consisterait à enfouir dans les zones de subduction? Ça a l'air séduisant, a priori.
c'est effectivement séduisant. La difficulté qu'on a, c'est l'imprédictabilité du mouvement de subduction même. Donc au moment où une plaque passe en dessous de l'autre, effectivement, l'idée était de mettre les déchets dans la zone qui allait s'enfoncer, et puis ces déchets allaient partir et se faire fondre dans le magma et disparaître dans une radioactivité naturelle qui est d'ailleurs bien plus importante en profondeur. Mais le mouvement de subduction ne se passe pas comme ça se passe par à-coups, et il est difficile de pouvoir le prédire, et donc ces déchets restaient sous un fond marin, risquaient de rester sur le fond marin pendant longtemps. Les endroits où ça se passe sont des endroits souvent profonds, difficiles d'accès, difficiles de contrôle, et donc il y avait le risque et l'imprédictabilité étaient trop importantes. Une autre question, oui, monsieur. En ce qui concerne les déchets, donc des combustibles irradiés des centrales nucléaires de Doul-et-Tihange, j'ai cru comprendre par votre exposé qu'aucune décision politique n'est encore prise à leur sujet. Quelle est la capacité temporelle de stockage de ces déchets en centrale? Alors, effectivement, il y a donc... En 1993, il y a eu un moratoire fixé par le Parlement, confirmé par le gouvernement, puisque jusqu'en 1993, ce que faisait Electrabel, c'était d'envoyer ces combustibles à La Hague pour retraitement et récupérer des déchets vitrifiés. On a une partie, globalement 10%, qui était retraitée, et on a récupéré les déchets vitrifiés, les coques et embouts qui en reviennent. Depuis 1993, tous les contrats sont bloqués. Et on est en attente. Il n'y a pas d'interdiction, mais on est en attente. En tout cas, la société gestionnée des combustibles, ce qui n'est pas le rôle de Londraf, pas du tout. La société gestionnée des combustibles, qui est Synatom, qui est une filiale Electrabel, est en attente. Elle pourrait redemander une autorisation, mais tout nouveau contrat est soumis à autorisation du gouvernement. Alors, pour le moment, donc, les combustibles qui sont sortis de Doul-et-Tihange sont stockés sur place, soit à sec à Doul, soit dans des piscines à Tihange, et leurs capacités sont suffisantes pour tenir le programme actuel, c'est-à-dire le programme qui termine après 40 ans en phase-out tel que prévu actuellement. Voilà. Beaucoup plus que ça, je ne peux pas vous en dire, parce que ce n'est pas de la responsabilité de Londraf. Tant que les combustibles restent sur le site du producteur, Londraf n'a pas la responsabilité. Y a-t-il une réserve temporelle si on prolonge la durée de vie des réacteurs actuels? Jusqu'où peut-on aller dans cette indécision? Alors là, il faudrait demander à Electrabel. Je suis vraiment désolé, je ne peux pas vous répondre parce que c'est de leur responsabilité. Et bon, le scénario actuel est plutôt de la fermeture. Il a été reconfirmé par l'accord gouvernemental. Donc là, ce qu'il y a de toute façon, c'est que les bâtiments d'entreposage sur site, certainement celui de Doul, sont des bâtiments modulaires. Donc vous avez la possibilité, le cas échéant, à la limite, de construire un module complémentaire, parce que à Doul, ce sont des grands, c'est ce qu'on appelle des châteaux de stockage, d'entreposage, dans lesquels sont placés ces combustibles. Donc on aura la possibilité, normalement, de poursuivre. Les piscines, c'est déjà un peu plus difficile. Quelqu'un désire poser une autre question ? Oui. Oui, pour les déchets actuels des catégories B et C, je crois que vous avez cité de l'ordre de 11 000 m3 et 600 m3 respectivement, donc on est de l'ordre de 12 000 m3. Donc ça fait grosso modo, pour simplifier, un cube de 25 mètres de côté, quoi. Okay. Donc j'imagine que ce sera conditionné. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est ce sera enfoui dans des galeries, mais à terme, puisqu'on est quand même sur des durées extrêmement longues, durant centaines de milliers d'années, ces galeries peuvent se refermer, nous sommes d'accord. Donc j'ai deux questions. D'une part, les 12 000 m3, c'est la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on fera des déchets éventuellement générés à l'avenir, dans les dizaines d'années qui suivent?
Et deuxièmement, est-ce qu'on a envisagé des scénarios catastrophes? Est-ce qu'on a fait des sortes de crash tests, je peux dire, de ce qui se pourrait se passer dès l'instant où ces galeries se ferment? Et voilà. Vous avez parlé en plus donc de robots, si j'ai bien compris, au niveau des déchets A. De catégorie A, pardon, j'imagine que pour les B et C, toutes ces solutions de robots et tout ne sont plus de mise. Et donc, à long terme, je me demande qu'est-ce qui peut se passer pour des déchets qui seraient comme ça, laissés, je dirais presque à l'abandon dans ces argiles. Et donc, qu'est-ce qu'on risque? Si réellement il y a des pressions qui sont trop fortes dans ces galeries, la scénario catastrophe, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être... Qu'est-ce qu'on risque en fait en étant juste au-dessus ou à quelques centaines de mètres comme ici à Mons, quelques centaines de kilomètres comme ici à Mons, voilà. Quels seraient les dangers potentiels? Est-ce qu'on a envisagé ces scénarios catastrophes? Alors le scénario catastrophe que vous décrivez est en fait le scénario normal. Donc les galeries vont effectivement s'effondrer. De toute façon. Il n'est pas question, et l'idée, c'est pour ça qu'on a besoin d'un système passif, l'idée est effectivement de pouvoir abandonner complètement le système. Parce qu'on ne peut pas garantir que l'homme va aller contrôler ce qui se passe. Alors les volumes, pour reprendre votre question par le début, les volumes mentionnés sont des volumes à l'horizon 2075, c'est-à-dire à un horizon où l'ensemble des centrales actuelles a fini de produire, c'est 40 ans de vie, complètement démantelées, les usines de fabrication de combustible sont complètement démantelées, sont arrêtées, tous les réacteurs de recherche sont démantelés aussi, et donc normalement il n'y a plus de combustible qui est produit puisqu'on travaille, et c'est normal pour l'organisme public comme l'ONDRAF, dans le cadre de la loi qui est une loi de phase-out, donc une loi d'arrêt du nucléaire. Depuis 2003, on arrête, le nucléaire s'arrête en 2015, entre 2015 et 2025. Alors, on aura effectivement, il y a toujours, ça c'est vous mettez le doigt sur tout à fait quelque chose d'intéressant, c'est que les hôpitaux vont continuer à utiliser des bombes au cobalt pour soigner les cancers, à moins qu'on trouve quelque chose d'autre, mais tant qu'il n'y aura pas d'autre chose, on va utiliser des sources radioactives aussi pour tester les soudures, mais les volumes qui sont là en jeu sont des volumes nettement plus inférieurs que ceux dont je mentionne ici. Alors, pour revenir au scénario, ces galeries sont faites pour s'effondrer, sont faites pour être abandonnées, dans ce sens que le superconteneur en béton, avec tout son acier, à un moment, même si vous avez un revêtement de 70 cm de béton autour, et puis après encore un revêtement des galeries de 50 cm, à un moment, la pression de l'argile va être telle que, tout simplement, il va écraser ce qu'il y a. Mais ceci va se passer sur le terme, et ce n'est pas un problème, puisque le système est passif, que c'est l'argile qui fondamentalement assure la sûreté. Si ça s'effondre, l'argile reprend, s'il y a une fuite radioactive à ce moment-là, et on ne pourra pas l'empêcher sur le très long terme, on ne pourra pas empêcher que le béton se dégrade, et puis que comme le béton se dégrade, il ne protégera plus l'acier de la corrosion, l'acier va se corroder, puis après ça, le verre va commencer à se dissoudre et va libérer sa radioactivité. On ne peut pas l'empêcher, on peut le retarder. Mais comme in fine, le piège ultime est composé par l'argile, le scénario que vous décrivez est en fait notre scénario normal. Voilà. Or, ce que vous risquez, c'est la courbe de dose que je vous ai montrée en scénario normal, qui est pas du tout un scénario pour quelqu'un qui habite ici à Mons, mais qui était quelqu'un qui habite juste au-dessus du site et qui vit en autarcie complète sur ce site. Et bon, ceci, bien entendu, est une illustration d'un scénario. Le plus gros risque, pour être très honnête, et ça c'est un risque on ne peut pas protéger, c'est en cas d'intrusion humaine. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un, un géologue, qui veut faire qui fait des carottes de reconnaissance dans l'argile et qui passe à un moment à travers le béton et qui arrive dans le verre et qui ramène une carotte de verre, celui-là, la conséquence, elle est très simple, elle est simplement fatale. Il y a un consensus international comme quoi ce qu'on appelle l'intruder, donc celui qui fait une intrusion, ne peut pas être protégé, c'est impossible. Mais le risque aussi d'avoir un forage qui passe juste dans un canister ou un superconteneur ou un monolithe
est relativement léger. De plus, ils ont la capacité de forer dans l'argile. Au moment où ils vont rencontrer du béton, les instruments, normalement, se rendent compte et il y a une réaction. Une autre question, notre commentaire? Oui, Claude. Pardon. Dans les déchets de très haute activité, il doit encore y avoir du plutonium et de l'uranium. On envisage de le récupérer ou bien il sera jeté comme un vulgaire déchet? Alors là, c'est tout le débat du retraitement que un monsieur évoquait il y a peu. Effectivement, ce sont des choix politiques et économiques. Certains pays considèrent un combustible usé comme une ressource et le retraitent pour récupérer au moins l'uranium-plutonium. Si vous allez vers les nouveaux types de réacteurs qui sont en cours de développement et qui seront actifs d'ici 50-60 ans, on peut récupérer non seulement l'uranium-plutonium, mais aussi les autres actinides et les brûler et donc générer de l'énergie. Donc c'est une ressource. D'autres pays ont fait un choix de considérer les combustibles usés comme des déchets. C'est le cas en Finlande, en Suède. Le cas contraire est la France qui retraite quasiment tout. C'est vraiment un choix quasiment de responsabilité, d'éthique. Est-ce qu'on veut recycler? Si on pousse le recyclage, il faudrait l'amener au retraitement, mais ça a ses inconvénients ou pas. Et de nouveau, c'est en dehors des compétences de l'ONDRAF. Nous avons obligation de travailler sur les deux scénarios. Ceci dit, maintenant, au plus on se rapprochera d'une mise en œuvre réelle d'une solution, il faudra que ce scénario, cette hypothèque soit levée. Parce que je me vois mal aller discuter avec une population locale en leur disant peut-être qu'il y aura du verre, peut-être qu'il y aura du combustible usé, on n'est pas capable de le dire. Ça serait relativement gênant. Une bonne connaissance de ces déchets est quand même la première chose à avoir. Quelqu'un désire poser une autre question? Est-ce que vous pensez que des projets de transmutation comme, je pense à Mira, par exemple, sont de nature à révolutionner la conception donc, du traitement des déchets? Et en particulier, est-ce que la caractéristique de réversibilité dont vous avez parlé permettrait de retraiter, de transmuter des déchets préalablement enfouis? Alors, pour ce qui est de Mira, donc pour un petit mot d'explication, donc Mira fait partie d'un outil de recherche. Avant toute chose, c'est un outil de recherche qui est actuellement en conception au centre nucléaire, qui est un outil qui vise à obtenir des grands flux de neutrons et pouvoir tester des matériaux. C'est un outil qui est multidisciplinaire et qui teste la possibilité de transmutation. Transmuter, c'est modifier la nature du produit radioactif, de certains radioisotopes, et ainsi en diminuer la toxicité ou en réduire la durée de vie. Donc, je dirais que théoriquement, c'est quelque chose qui offre des perspectives tout à fait intéressantes. Maintenant, Mira, au jour d'aujourd'hui, est un projet de recherche. On est encore très très loin d'une industrialisation et c'est une petite partie. C'est quelque chose qui est non électrogène, ça ne produit pas d'énergie. Ça, ce sont les générations 4, c'est autre chose. Alors, est-ce que c'est susceptible de révolutionner? Non. Est-ce que c'est susceptible d'apporter quelque chose? Oui. En ce sens, ça peut brûler une partie des actinides, ça peut mieux utiliser l'uranium, le plutonium, mais ça ne touchera pas aux produits de fission. Et là, je rentre un peu dans les détails, excusez-moi, mais ça ne touche pas aux produits de fission et aux produits d'activation. Or, ce sont ces produits d'activation et ces produits de fission qui sont responsables de la dose. La courbe de dose que vous voyez, c'est une courbe qui est liée. Si je vous montre les actinides dans la courbe qui est là, les actinides ils sont en dessous de l'écran. Donc l'uranium, le plutonium, l'américium, tout ça sont en dessous de l'écran, et les doses sont vraiment générées par l'iode, le technétium, qui sont en fait des produits qui sont générés par le bombardement de neutrons sur les structures dans un réacteur nucléaire. Et c'est ces produits-là qui sont les plus délicats pour nous à gérer, et ces produits-là, on ne peut pas... La transmutation du technétium est possible théoriquement, mais toutes les recherches à ce sujet-là sont arrêtées. Même au Japon et en France, et avant Fukushima. Je parle d'avant Fukushima. Donc, une contribution, une optimisation à long terme, sans doute, en réduisant la charge thermique, en réduisant la charge en actinide, en pouvant mettre
plus de déchets dans 1 km², si je puis dire, ou dans un kilomètre linéaire de galerie, oui. Éviter d'avoir un dépôt, non. Parce qu'il va produire ses propres déchets, il va produire des déchets de haute activité, et le rendement n'est jamais 100%. Aucun rendement n'est à 100%. Donc il y aura toujours un besoin. Donc c'est plutôt une manière d'optimiser. Or maintenant, pour la dernière partie de votre question, si je m'en souviens bien, la récupérabilité ou la réversibilité, le fait d'aller rechercher des combustibles qui seraient enfouis pour les ramener en surface et les passer dans un système qui permettrait leur transmetteur, je pense qu'il vaudrait mieux à ce moment-là les laisser en surface, dans des piscines ou dans des bâtiments, parce que bon, la récupérabilité n'est pas une fin en soi dans un dépôt. Un dépôt est un système qui est par définition à vocation définitive. Donc, aller rechercher des déchets, quand le superconteneur est intact, ça ne pose pas trop de problèmes. C'est une grosse manipulation, parce que ça pèse quand même 60 tonnes. Mais après 100 ans, puis il y aura les fermetures de galeries, on va sceller, il faut protéger les ouvriers. Donc au plus on scelle, au plus on met de barrières de protection physique entre les déchets et les ouvriers, au moins il y aura de personnes irradiées en profondeur, au mieux ça sera. Donc là, si on veut vraiment aller dans cette option-là, il vaut mieux opter pour les laisser en surface. Mais ceci est valable que pour les combustibles usés. Pour les déchets existants de type B, la transmutation est inapplicable. Il n'y a pas assez d'actinide dedans. Pour les déchets vitrifiés qui existent déjà de type C, il n'y a plus de plutonium, il n'y a plus d'uranium dedans, puisque l'uranium et le plutonium ont été retirés en retraitement. Vous ne savez pas passer ces produits dans un système de transmutation. Ces déchets-là ne produiront pas. Ce sont ce qu'on appelle fondamentalement des déchets ultimes. Une autre intervention? N'hésitez pas. Moi, j'aurais peut-être une demande. Est-ce que vous pourriez dire un mot de ces quelques pays qui sont prêts à accepter les déchets des autres? On en avait discuté juste un petit peu avant. Oui, en fait, c'est plutôt des pays qui ne sont pas prêts à accepter. Je dirais que la règle générale, c'est que tous les pays qui ont pris une politique de gestion à long terme et qui ont la plupart opté, enfin tous d'ailleurs, opté pour un dépôt géologique, dans la même loi, ont opté pour l'interdiction formelle de mise en dépôt de déchets étrangers sur leur territoire. C'est souvent une obligation qui vient soit du politique, soit des populations locales. Elles sont prêtes à assumer la charge liée à un dépôt pour les déchets nationaux, donc de nouveau la responsabilité locale d'un problème national, mais elles ne sont pas prêtes à accepter la charge pour plusieurs autres pays. Alors, pour un peu étendre la question, est-ce qu'il est possible d'avoir des systèmes multinationaux? C'est théoriquement possible, c'est même prévu par une récente directive européenne, mais dans la pratique c'est extrêmement compliqué parce que il faudrait d'abord modifier énormément de lois qui interdisent les mouvements ou le dépôt de déchets ailleurs. Et puis quand vous travaillez comme cela, il faut aussi accepter le principe de la réciprocité. C'est-à-dire que si vous acceptez, vous mettez en commun vos déchets avec n'importe quel autre pays, il faut accepter que tous les déchets de ce pays-là arrivent chez vous ou que les vôtres aillent chez lui en fonction de la qualité de la géologie, la qualité de l'assise sociétale. Et c'est donc assez compliqué. Je suis personnellement intimement persuadé que ça va arriver pour des pays qui n'ont pas encore de programme de gestion à long terme et qui partent d'une page blanche. Et à la limite, où la mise en commun, ou un dépôt commun en tout cas, est une option politique de base. À ce moment-là, dans ces pays, notamment dans les nouveaux pays qui ont rejoint la Commission ou l'Union européenne il n'y a pas trop longtemps, c'est une possibilité qui est envisagée. Il y a toute une série d'études qui sont en cours là-dessus, qui se heurtent à une série d'obstacles juridiques. Simplement, qui a la responsabilité? Quel est le pays qui est responsable? Est-ce que vous pouvez être responsable d'un déchet sur un territoire qui n'est plus le vôtre? C'est un problème juridique, c'est un véritable casse-tête. Donc, mais ces études sont en cours. Et ça va se passer, mais il faudra encore 20, 30 ans. Et il faudra d'abord que plusieurs pays aient des dépôts en activité, qu'on puisse démontrer qu'une telle solution est réalisable, est faisable, est sûre. Et à ce moment-là, on pourra peut-être imaginer des solutions en commun et de partager. Parce que ces solutions sont économiquement réalistes pour des pays qui ont des petits programmes nucléaires, il faut bien l'admettre.
ou pas de programme nucléaire du tout, et que des sources au cobalt, comme monsieur mentionnait. Ok. Merci beaucoup. Je pense qu'on va en arrêter là pour ce soir. Encore une question. On te passe le micro. Un instant, on va trouver un raccourci. Oui, vas-y. Ah oui, monsieur demande quelle est l'attitude de la Chine dans le domaine des déchets. Bonne question. J'ai beaucoup travaillé à l'international, mais pas en Chine, je dois bien dire. Je sais qu'ils ont travaillé dans les granites dans le désert de Gobi. Plus que ça, je ne sais pas. C'est un collègue géologue qui a fait les prospections là-bas pour l'agence de Vienne. Ils sont soumis aux réglementations de l'agence de Vienne, mais beaucoup plus que ça, je ne peux pas vous dire. La collaboration internationale est centrée sur l'Europe avec Canada, États-Unis, Suisse, bon, c'est l'Europe, et Japon. Chine, URSS, enfin Union soviétique, c'est plus délicat. Voilà, désolé de ne pas pouvoir vous apporter une réponse plus complète que celle-là. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci pour votre attention.